Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être ici ce soir à la Maison de la Poésie pour cette rencontre avec Hélène Gianecchini et Blanche Leridon. Une rencontre très joliment intitulée « Amis, sœurs ». L'amitié constitue effectivement la matière sensible et extrêmement riche de votre dernier livre, Hélène Gianecchini, un livre qui porte ce très beau titre, Un désir démesuré d'amitié, et qui a paru aux éditions du Seuil dans la collection La librairie du XXIe siècle. Alors après un essai consacré à Alix Cléo Roubaud et un très beau livre, Voir de ses propres yeux, qui était une réflexion très délicate et vraiment magnifique sur la mort, vous retracez dans cet essai personnel et littéraire, donc Un désir démesuré d'amitié, l'histoire des liens d'amitié et en particulier les liens d'amitié entre les personnes queer, les minoritaires, et ces liens qui, vous le montrez, sont souvent moins considérés que les liens du sang. Or, les liens du sang, Blanche Leridon, sont justement le point de départ de votre livre à vous, intitulé « Le château de mes sœurs », qui a paru aux éditions Les Pérégrines. Et vous intéressez donc, vous essayez d'élucider la spécificité des liens entre sœurs, de ces fratries au féminin, pour lesquelles il n'y a pas de mots, comme vous le montrez très bien. Et comme dans votre livre précédent, qui s'intitulait « Odyssée ordinaire, le matin, mode d'emploi », vous vous nourrissez de références très variées qui vont de la pop culture, des sœurs Brontë aux sœurs Kardashian. Voilà. Alors, pour donner un peu une idée du spectre couvert par Blanche Leridon. Alors, a priori, après cette courte présentation, on pourrait croire que vos deux livres sont antagonistes, puisque vous, Hélène Gianecchini, dans le vôtre, vous cherchez constamment à vous émanciper du cadre familial, de la famille, alors que pour vous, Blanche Leridon, la famille constitue le point de départ de votre réflexion. Mais évidemment, si on vous a réunis, c'est qu'il y a énormément de passerelles, de ponts et de liens entre vos deux livres, et des échos qu'on va notamment pouvoir entendre dans les lectures d'extraits qu'Anna Mouglalis va nous faire le plaisir de faire tout à l'heure, enfin à l'instant même. Et juste avant de laisser la parole à Anna, excusez-moi pour ma voix, je suis un tout petit peu malade, je vous demande pardon. Juste avant de laisser la parole à Anna, je vous signale juste que la rencontre sera suivie d'une signature, que les livres seront en vente à la sortie de la salle et que donc vous pourrez vous faire dédicacer vos exemplaires par Blanche Leridon et Hélène Gianecchini. Et je laisse donc désormais la parole à Anna Mouglalis. Donc je commence par partager avec vous le tout début du livre Le château de mes sœurs. Avant-propos, le mot manquant. On dit souvent de la langue française qu'elle est l'une des langues les plus riches. Son vocabulaire permettrait une infinité de subtilités et de nuances que beaucoup d'autres langues nous envieraient. Belinda Cannon et Christian Doumet, sans contredire cette assertion, en ont néanmoins démontré les limites. Dans leur dictionnaire des mots manquants, 2016, ils invitent une quarantaine d'auteurs à recenser les lacunes de la langue afin de constituer une stimulante cartographie des absences. Ce sentiment du mot manquant m'a toujours obsédé. Deuxième né d'une famille de 3 filles, je suis, dans la limite de ce que prévoit le dictionnaire, la cadette de ma fratrie. Cette imprécision langagière, l'utilisation aléatoire de ce vocable faussement neutre, a toujours heurté mon goût pour l'exactitude et la précision des mots. Mal nommer les choses, vous connaissez la suite. La fratrie, dérivée du latin frater, frère, devait donc indistinctement désigner toutes les combinaisons possibles. 3 sœurs et un frère, comme 4 frères et une sœur, ou 4 sœurs tout court, forment invariablement une fratrie. Prise en flagrant délit d'omission, la langue qui se prévaut d'une infinie richesse est, une fois encore, mise en défaut. Cette absence me semblait d'autant plus incompréhensible que les exemples héroïques et ordinaires gravitaient autour de moi, forgeant cet imaginaire peuplé de modèles fictifs ou familiers auxquels mes sœurs et moi nous assimilions par jeu, par conviction ou par passion. Des sœurs March aux sœurs Brontë, en passant par les sœurs Halliwell, héroïnes de la série Charmed, qui marquèrent durablement notre enfance, ou plus tard celles des œuvres de Tchekhov, Jane Austen ou Jacques Demy, Madeleine de Fleurville admirant sa grande sœur Camille, Solange trouvant sa place dans l'ombre de Beyoncé Knowles, Marie-Kate Olsen renonçant à 32 ans à adopter la même coupe de cheveux que sa jumelle, Ashley. Des 7 Pléiades antiques aux 5 sœurs Kardashian,
Des 9 muses, filles de Zeus, à Kate et Pippa Middleton, les phénomènes se succèdent, marqueurs de leur époque, mais échappant à toute définition. Il y a là entre elles quelque chose qui se joue, quelque chose de singulier, mais quelque chose qui n'a pas de nom. Un mot qui manque, et en écho, des sœurs qui manquent aussi. Celle d'Annie Ernaux, décédée 8 ans avant sa naissance, et dont la disparition, comme on l'apprend dans L'autre fille, nourrira sa vocation d'écrivaine. Les sœurs Nardal, pionnières du mouvement de la négritude dans la France des années 30, et pourtant effacées des livres d'histoire. Hélène de Beauvoir, Vanessa Bell, Henriette Bourgeois, et toutes ces sœurs injustement invisibilisées, que je tenterai ici d'exhumer. En cherchant dans des dictionnaires longtemps récalcitrants, on trouve bien un mot qui s'en rapproche, celui de sororité. Un mot malmené par l'histoire, mais que notre époque semble enfin réhabiliter. Porté par un féminisme triomphant mais toujours précaire, il est désormais dans les livres, sur les scènes de théâtre, dans les salles obscures, sur les murs de nos rues, avec, au fond, une certaine incohérence. Il n'y aurait pas de fraternité sans fratrie, mais il y a bien une sororité comme amputée de son état antérieur primitif. Le procès en barbarisme qui lui est régulièrement infligé tient en partie à cette absence. Tâchons ici de mieux définir le mot qui manque pour conforter celui qui, tant bien que mal, se défend. Ce mot manquant manque d'autant plus que mon état, je ne crois pas que l'on puisse parler d'une fonction, et je n'aime pas l'idée de statut, que mon état de sœur est constitutif de mon identité, bien plus, je crois, que beaucoup d'éléments qui figurent à l'état civil. Et ma position de cadette l'est sûrement tout autant. L'un et l'autre ont forgé ma personnalité. Mes goûts expliquent mes comportements, mes inhibitions. Ma timidité maladive jusqu'à un âge avancé envers les garçons, l'exercice du partage, des parents aux vêtements, sans oublier les plus encombrantes névroses, celui de la promiscuité, les longs trajets en voiture serrés sur la banquette arrière, les chambres que l'on occupe à 2 ou 3, à contre-cœur d'abord, mais que l'on répugne finalement à quitter. Être sœur vous façonne, vous stimule et vous prépare. Premier rapport à l'altérité, là où beaucoup ne voudraient voir que du même. C'est fou comme tu ressembles à ta sœur. Si le mot manque, il est relativement aisé d'en déterminer les causes. Une fratrie uniquement féminine a longtemps été considérée comme une forme d'échec, une anomalie de la nature. Dans des sociétés largement patrilinéaires, la descendance passe d'abord par le fils. Alors à quoi bon de nommer ce qui ne devrait pas advenir? Vous avez des enfants? Demande le monsieur. Non, dit mon père, j'ai 2 filles. Écrit Camille Laurence dans son roman Filles, évoquant la déception paternelle à l'égard d'une progéniture inaboutie car privée du genre masculin. Des récits, des déceptions que l'on retrouve aussi bien chez Gisèle Halimi que chez Simone de Beauvoir ou Louise Bourgeois, 3 figures tutélaires du féminisme contemporain, mais aussi d'abord 3 sœurs. Si nos démocraties occidentales ont largement évolué depuis le temps des lois saliques, de nombreux pays demeurent adeptes de ce que les démographes appellent la préférence masculine, une vision du monde et des sexes qui conduit au contrôle des naissances, aux avortements sélectifs, infanticides et mauvais traitements en Chine, en Inde ou dans d'autres pays où le phénomène est moins connu, mais tout aussi préoccupant, comme l'Arménie. Au mot manquant s'ajoute donc une réalité autrement plus dramatique, celle des femmes manquantes, soit le déficit de naissance féminine dans certaines régions du monde, réalité toujours à l'œuvre aujourd'hui, en dépit de la levée d'un certain nombre de législations mortifères. La permanence des systèmes de dot dans certains pays stigmatise encore davantage les fratries féminines, qui représentent des fardeaux économiques colossaux pour leurs familles. Peur des fratries féminines, mais peur aussi de ce mot de sœur qui au pluriel est toujours brandi comme l'étendard furieux des combats féministes. Pour danser dans la rue, pour la peur de s'embrasser, pour ma sœur, ta sœur, nos sœurs, scande baraille,
la chanson iranienne devenue l'hymne du mouvement révolutionnaire Femmes, Vie, Liberté. À défaut d'inventer un mot, ce livre propose une plongée dans l'univers qu'il devrait désigner. Un univers à la fois domestique et familier, magique et mystérieux. Bien plus politique qu'on ne le pense, et lesté de représentations millénaires dont on retrouve toujours la trace aujourd'hui. Dans La gloire de mon père, premier tome de ses souvenirs d'enfance, Marcel Pagnol définit l'entreprise littéraire dans laquelle il s'engage comme une petite chanson de piété filiale. Le château de mes sœurs en est le lointain dérivé, ma petite chanson de piété sororale. Il est une forme d'archéologie de la sororité, un retour aux prémices du féminisme. C'est aussi sa vocation, apporter une modeste contribution aux réflexions et récits féministes de notre temps. Il ne poursuit aucune visée essentialiste et ne prétend pas à décrire un état naturel ni son pendant sociologique construit. Il propose plutôt une traversée de cet univers, ses réalités et ses mythes, en tentant d'aborder la solidarité féminine sous un angle inexploré. Mes bien chères sœurs, autant que mes bien chers frères, sont les bienvenus dans cette épopée. Introduction. Bébé et ses sœurs. Au départ, il y a cette photo ratée que vous ne verrez jamais. En août 1974, Nicolas Nixon photographie son épouse, Bébé, et ses trois sœurs, Heather, Laurie et Mimi Brown. Bébé, l'aînée, a 24 ans. Mimi, la plus jeune, en a seulement 14. Pour Nixon, fraîchement diplômé de photographie à l'Université du Nouveau-Mexique, le cliché des sœurs Brown est loupé. Contrarié, il se débarrasse des négatifs. Un an plus tard, en juillet 1975, les quatre sœurs sont à nouveau réunies et Nixon, déterminé à produire un cliché correct, réitère l'exercice. Le résultat est, semble-t-il, plus concluant, ce qui le pousse à retenter une nouvelle fois l'expérience en juin 1976, lors de la cérémonie de remise des diplômes de Laurie. Là encore, le résultat convainc. Un pacte est alors scellé entre le photographe new-yorkais et ses quatre modèles. Chaque année, Nixon capturera un portrait groupé en noir et blanc des quatre sœurs, suivant deux règles simples. Elles apparaîtront toujours dans le même ordre, de gauche à droite. Laurie, Bibi, Mimi et Heather. Et seule une image par an sera retenue et conservée, selon une décision collégiale entre les 5 protagonistes. Le cliché raté de 1974 devait en susciter 45 autres, la pandémie de Covid-19 ayant momentanément interrompu l'exercice en 2020, formant ce qui est peut-être l'une des œuvres photographiques les plus énigmatiques, les plus tendres et les plus envoûtantes de ces dernières décennies. Si le procédé sériel utilisé par Nixon n'a rien de révolutionnaire, l'artiste franco-polonais Roman Opalka s'est par exemple photographié pendant des années selon un même protocole, sa composition a quelque chose de plus fascinant. Plus que l'évolution singulière de chacune des modèles au cours du temps, c'est la dynamique entre les quatre sœurs qui rend la série si forte et singulière. On ne scrute ni le vieillissement, ni l'apparition des rides ou le tassement de la peau. L'évolution physique importe en réalité assez peu, elle est même tout à fait secondaire, éclipsée par ce qui se joue de fusionnel entre les quatre filles Brown. Elles ne se regardent pratiquement pas. À de rares exceptions près, elles scrutent toujours l'objectif. Et aucune description ou commentaire biographique ne vient alourdir des photos, mais quelque chose de magnétique, de captivant se noue sous nos yeux. Hasard de la géographie, la première et seule à ce jour rétrospective de Nixon en France s'est tenue en 2022 à Toulouse, où mes sœurs et moi avons grandi, dans la galerie du Château d'Eau. Elle a ravivé mon envie tenace, longtemps retenue, d'écrire sur ces fratries féminines insaisissables, comme si les sœurs des photographies de Nixon avaient fait ressurgir toutes les autres. À cette époque, d'ailleurs, je vois des sœurs partout. Le concept de sororité investit le langage courant. De néologisme obscur et répudié, il devient emblème, porté par des voix comme celle de Chloé Delhomme,
qui, par ses écrits, achève cette entreprise de qualification que Benoît de Groult avait entamée un demi-siècle plus tôt dans Ainsi soit-elle, en 1975, quand elle déclarait vouloir écrire le livre de l'amitié, ou plutôt le livre de ce qui n'existe pas encore, d'un sentiment et d'un mot qui ne sont même pas dans le dictionnaire, et qu'il faut bien appeler, faute de mieux, la fraternité féminine. Si la fraternité féminine n'a pas son nom propre, les fratries féminines n'en ont pas davantage. Les évolutions terminologiques seront plus favorables à la première qu'aux secondes. Contemporain de Groult, le mouvement de libération des femmes réhabilite cette notion de sororité dans la droite lignée d'une tradition féministe américaine qui avait fait de son équivalent anglais « sisterhood » son slogan. Il y a donc un mot, mais un mot fragile, contesté, tangent. Le dictionnaire de l'Académie française tarde à le reconnaître. Tout un courant du féminisme contemporain s'en éloigne, lui préférant adelphité, présumé plus inclusif. Et nombreux sont les épisodes dans l'histoire où ce mot est retombé en désuétude, de son intronisation dans la langue par Rabelais, qui dans son livre tiers-livre, paru en 1546, évoquait par là une communauté de femmes au courant féministe post-révolutionnaire qui en firent leur devise. Il y a donc un mot précaire, dont la précarité tient notamment au grand vide qui le précède. Cette brève histoire lexicale rappelle la fragilité comme l'importance de ces termes sommés de combattre pour survivre. Renforcer la sororité en définissant son insaisissable aïeul, tel est mon château en Espagne. Ce château pour mes sœurs. Merci beaucoup, Anna. Est-ce que c'est justement, Blanche Leridon, bonsoir, est-ce que c'est pour combler ce vide dont on a bien compris qu'il était dû à ce mot manquant que vous avez souhaité écrire ce livre, Blanche ? Bien sûr, merci beaucoup et merci infiniment pour cette lecture qui était très très belle et très bien incarnée. Oui, le point de départ du livre, c'est vraiment l'absence de mots pour définir ces fratries au féminin. Et une absence qui, selon moi, n'est pas simplement une omission anodine de la langue, mais qui a une explication qui est brossée un petit peu dans le passage qu'on vient d'entendre, qui est celle de sociétés patrilinéaires pour lesquelles la descendance ne pouvait décemment passer que par le fils. Et donc, à quoi bon nommer ce qu'on ne veut pas qu'il advienne ? Et donc, ces fratries de filles qui sont redoutées par beaucoup de familles, et notamment dans des sociétés occidentales jusqu'à une période très, très, très récente. Et c'est vrai que j'ai voulu un peu inverser ça, et c'est d'où aussi l'idée du château, c'est-à-dire qu'on n'a pas voulu qualifier cet état de sœurs pendant des siècles. Alors, on va essayer de prendre un petit peu le problème à l'envers et de leur bâtir une structure qui soit à leur hauteur et renverser aussi ce que j'appelle dans le livre le paradoxe de la multitude, qui est de dire qu'en réalité, votre nombre est supposé être votre allié et que plus vous êtes nombreux, plus vous êtes puissants. Et pour les sœurs, on a totalement inversé cette logique-là, c'est-à-dire que plus vous êtes nombreuses, plus vous êtes un fardeau, et un fardeau notamment économique pour vos familles. Et là, les exemples sont pléthoriques pour illustrer cette dimension-là, que vous pensiez aux sœurs Bennett chez Jane Austen qui étaient 5, ou aux Makioka Sisters dans ce grand roman japonais de l'auteur Tanizaki. Plus elles étaient nombreuses, en réalité, plus c'était difficile pour leurs parents parce qu'il fallait toutes les caser, il fallait toutes leur donner une dot. Et donc, on a voulu associer ce nombre à une faiblesse. Et donc, c'était aussi une idée de ce livre, c'était de renverser ce paradigme-là. Certaines l'ont renversé. Alors, les Kardashians sont mentionnés dans le titre. Je suis très, très loin de les ériger en modèle. Et je pense que sur le point du féminisme et de la féminité, il y a encore énormément de choses à redire. Mais une de leurs forces, dans ce gynécée moderne très étonnant, c'est d'avoir réussi à inverser ce paradoxe de la multitude et avoir réussi à tirer de leur nombre une puissance et un empire. Merci beaucoup. Alors, on va l'entendre tout de suite puisque Anna Mouglalis va nous lire le début aussi du livre d'Hélène Gianecchini. Et il y a un premier écho vraiment très troublant quand on lit ces deux introductions de vos livres. C'est que chez vous aussi, Hélène Gianecchini, on va voir que l'envie d'écrire, en tout cas ce texte, il part aussi d'un manque d'histoires manquantes, de paroles manquantes. Et là, je laisse la parole à Anna Mouglalis. Fais un effort pour te souvenir.
On ne m'a pas raconté une partie de mon histoire. On n'explique pas aux enfants ce qu'on n'a pas vécu. On ne les prépare pas à ce qu'elles pourraient être et qu'on n'a jamais été. Mes parents m'ont parlé de leur vie, de leurs histoires d'amour, des rencontres comme des ruptures, de leurs amitiés, de leurs convictions, de leurs doutes et même de leurs échecs. Ils ont décrit les lieux de leurs enfances, évoqué les emplois des unes et des autres, le pays où celles et ceux qui me précèdent ont vécu. Bien sûr, ils ont dû garder quelques détails pour eux, mais aucune de mes questions n'est restée sans réponse. Malgré tout, je persiste. Une partie de mon histoire ne m'a pas été transmise. Connaître ma famille ne m'a pas suffi. J'ai eu besoin d'une autre filiation pour prolonger et augmenter la première, pour parfois la déjouer aussi. D'une filiation qui n'a plus rien à voir avec le sang. J'ai cherché les personnes qui, avant moi, ont construit leur vie selon les mêmes désirs et aspirations. Je sais que je leur dois beaucoup et qu'elles ont rendu mon existence possible. Comment qualifier cette histoire que je poursuis? Féministe, minoritaire, queer? Certainement. C'est une histoire politique, une histoire de lutte et d'amitié, de liens dits mineurs qui sont assez peu consignés dans les archives et qui s'effacent quand les gens disparaissent. C'est une histoire qui est encore en train d'être découverte et écrite, qui s'élabore depuis des traces souvent fragiles et doit s'extirper de la honte et du silence. J'ai besoin d'elle, sinon la solitude l'emporte. Longtemps, j'ai cru que je n'existais pas. Si j'avais cherché, j'aurais pu trouver des livres, des alliés ou des témoins, mais personne ne m'a mise sur leur piste. C'est une remarque qui s'applique aussi bien à la famille qu'à l'école. Dans ces deux espaces, on ne parle ni de Magnus Hirschfeld, ni de Sojourner Truth, ni des suffragettes, ni des émeutes de Stonewall. J'ai attendu de tomber amoureuse à 19 ans pour qu'une fille aux lunettes rondes et aux cheveux courts m'explique que la marche des fiertés, où nous étions allés danser et crier le jour même, était la commémoration de ces émeutes menées en 1969 par des femmes trans dans un bar de New York, le Stonewall Inn, contre la violence de la police. C'est cette même jeune femme qui, dans sa chambre du Crous, m'a tendu pour la première fois un livre de Monique Wittig. Elle encore qui m'a parlé de Judith Butler et expliqué que le genre et le sexe étaient deux choses distinctes et construites. La pensée a prolongé le désir, elle l'a justifié et établi si bien qu'aujourd'hui encore je ne les démêle plus. Je me souviens qu'allongé contre elle dans son lit une place, j'étais intimidée et subjuguée par tous ces nouveaux noms et son air si sérieux quand elle les prononçait, par ses boucles blondes et les idées qu'elle me dévoilait, par tout le désir qui me traversait et ces livres que je ne connaissais pas alors qui parlaient de ma vie. Avec elle, j'ai compris que nos existences prennent sens quand on les lie à d'autres. Encore faut-il les trouver, ces autres. Notre relation n'a pas duré, mais ce qu'elle m'a transmis ne m'a jamais quitté. J'ai compris qu'il y avait des paroles manquantes, que certaines vies n'étaient presque jamais dites. Maintenant, je sais que des récits se fabriquent entre les grandes voix de la mémoire majoritaire. Je suis allée chercher mon histoire pour me la donner. C'est l'écrivaine Monique Wittig qui m'a mise sur cette piste, elle qui m'était apparue dans la chambre d'étudiante de ma première amante. Tu dis qu'il n'y a pas de mots pour décrire ce temps. Tu dis qu'il n'existe pas. Mais souviens-toi, fais un effort pour te souvenir. Ou à défaut, invente. S'en tenir au constat de l'absence de récit n'est pas suffisant, ce serait une défaite. C'est en tout cas ce que j'ai pensé en la lisant. Si ce silence ne me convient pas, il ne tient qu'à moi de le rompre. Les paroles manquent peut-être, mais les faits et les vies, elles, sont bien là et attendent d'être vues et dites. Alors j'ai écouté Wittig. J'ai fait un effort pour me souvenir, pour trouver ce qui ne m'avait pas été donné. Et quand les sources ont été trop lacunaires, quand je n'ai pas pu combler certains blancs, j'ai continué de suivre son conseil. J'ai inventé. De toute façon, les histoires de famille portent bien leur nom.
Elles sont des fictions auxquelles nous choisissons de croire. Elles sont subjectives et construites, et c'est ce qui peut les rendre belles et relatives. Ce simple fait nous donne le droit d'en inventer d'autres, et puisque tout est une affaire de récit, je compose le mien sur mesure. Cette mémoire mêlée de faits et de fiction m'est nécessaire. Dépourvue de passé, je suis fragile, pleine de doutes. D'ailleurs, quand les Amazones de Wittig font l'effort de se souvenir, elles parlent ensemble du danger qu'elles ont été pour le pouvoir. Elles se souviennent de leur force et que leur puissance conjuguée a menacé les hiérarchies, les systèmes de gouvernement, les autorités. Nous couper de notre histoire permet d'amoindrir notre puissance. Les récits minoritaires sont tus parce qu'ils portent en eux une possibilité de subversion. Alors je me suis créé une autre famille en plus de celle que j'ai déjà. Une famille d'un autre genre, élargie et politique. Une famille qui me rappelle à quel point nous sommes fortes et menaçantes. J'ai choisi tous ses membres. C'est moi qui ai composé ma lignée. Le passé ne s'est pas imposé au présent comme cela se fait d'ordinaire. J'ai voyagé pour rencontrer les miennes, les écouter, pour regarder des images et visiter des lieux d'archives. Je suis revenu de ces voyages avec un peu plus de passé et le sentiment d'une profondeur ajoutée à ma vie. À certains moments, cette nouvelle amplitude me porte, d'autres fois elle me plombe. Ce que j'ai rassemblé est traversé de puissance et de joie, mais aussi de beaucoup de violence. Certains soirs, je suis épuisé de tout ce que je reçois et que je peine à assimiler, de toutes ces existences sur lesquelles l'ordre et la norme ont pesé, parfois jusqu'à les briser. Je me souviens du dernier vol transatlantique sur lequel j'ai voyagé, chargé de la plus précieuse des cargaisons. Les lumières de la cabine étaient éteintes et une nuit totale nous entourait. Des turbulences faisaient tanguer l'avion depuis le décollage et je luttais contre la peur. Ma voisine, une femme d'une 50aine d'années en jogging turquoise, dormait profondément, bandeau sur les yeux, et je la regardais de temps en temps pour me rassurer. Si le danger avait été réel, elle n'aurait pas été aussi détendue. J'essayais de ne plus bouger, d'accepter les roulis et l'angoisse, la vague envie de vomir. Je fermais les yeux, convoquais des images amies qui défilaient sur mes paupières closes. Les neiges du pôle que l'on frôlait, un immeuble en briques de Brooklyn, des montagnes et une vieille maison perdue dans une vallée. Un t-shirt qu'on enlève et qui découvre un tatouage sur lequel je pose ma main. J'avais déplié la couverture en polaire donnée par la compagnie pour dissimuler le sac à dos qui, au lieu d'être rangé sous mon siège, était contre moi. J'essayais de visualiser son contenu. À chaque fois que j'avais l'impression de tomber, je le serrais un peu plus. C'est ce sac qui a empêché l'avion de piquer et de disparaître, j'en suis certaine. Je ne pouvais pas mourir alors que je revenais des États-Unis avec des centaines de négatifs de la photographe Donna Gottschalk. Des vies entières, les traces d'une histoire qui s'était déroulée avant ma naissance dans un autre pays, mais qui, j'en étais persuadée, était aussi la mienne. Elle m'avait fait jurer d'avoir toujours ces images avec moi. Keep it always with you. Et je tenais ma promesse. Donna n'a qu'un an de plus que ma mère. J'y pense souvent. Elles ont été deux petites filles au même moment, dans les années 50, l'une à New York, l'autre à Marseille. Elles incarnent les deux filiations parallèles qui encadrent ma vie. Donna est une version alternative de ma mère. J'aurais pu être élevée par une femme lesbienne et photographe née à New York, pourquoi pas. Donna Gottschalk a photographié celles et ceux qu'elle aimait et avec qui elle partageait sa vie. Des lesbiennes de la classe ouvrière, des personnes trans, des marginaux, des travailleuses. Elle dit qu'elle a photographié celles que personne ne regarde, celles qu'on oublie. Alors que je sens les angles de la boîte à négatifs qui appuient contre mon ventre, je me dis que quitte à m'inventer de nouvelles histoires de famille, autant les mettre en commun avec d'autres. Nous marchons serrés les unes contre les autres. Le froid qui monte des canaux est difficile à supporter et nous avons hâte de nous mettre à l'abri. N'importe quel café ferait l'affaire.
On accélère le pas jusqu'à ce que Noé s'arrête net. Nous nous retournons vers elle pour savoir ce qu'il se passe. Elle lève les yeux vers nous. Il y a encore eu une tuerie aux États-Unis. Une de plus dans une boîte gay de Colorado Springs. C'est l'enfer. Nous la rejoignons et lisons dans le froid l'article qu'elle a trouvé, toute penchée sur l'écran de son téléphone. C'est la même histoire qui se répète. Un tueur entre dans un club avec un fusil d'assaut et un pistolet. Il ouvre le feu à la fin d'un spectacle de drag queens. Il faut quelques secondes pour que tout le monde comprenne ce qu'il est en train d'arriver. La musique continue encore un peu avant de laisser la place aux hurlements et à la panique. Les balles fusent. Certaines personnes essaient de sortir ou de se cacher. Plusieurs appellent la police. « Aidez-nous, il nous tire dessus, aidez-nous, putain !» Le tueur finit éventuellement par être maîtrisé. Les sirènes arrivent en trombe et projettent leur lumière bleue sur la façade. On compte 5 morts et 18 blessés. Nous sommes 4, dans le froid qui ne compte plus, traversés par ce mélange de colère, de douleur et de peur que nous ne connaissons que trop bien. « On fait quoi ?» demande Andrea. Nous décidons de nous diriger vers l'Homo Monument. Sur notre chemin, nous cueillons ce qu'Amsterdam nous offre. Alors que le jour commence à décliner, nous nous retrouvons toutes ensemble sur une pointe de granit rose qui avance sur l'eau et nous déposons notre bouquet improvisé entre les mots d'amour à demi effacés par la pluie et des bougies. C'est la première fois que nous avons un espace pour nous recueillir à la mémoire d'inconnus, pour leur donner quelque chose et signifier que leur vie comptait et que nous les pleurons. L'Homo Monument est le premier mémorial au monde érigé à la mémoire des personnes homosexuelles persécutées et opprimées. Il a été inauguré l'année de ma naissance, en 1987. Il est composé de 3 triangles en granit rose de 10 mètres de côté qui dessinent aux abords du canal un triangle plus grand encore. Chaque sommet a une spécificité. Le premier est encastré dans le sol pavé, le deuxième s'avance sur l'eau et on y descend en empruntant 4 marches. C'est là que nous avons déposé nos fleurs. Et le dernier est au contraire en relief. D'habitude, je suis plutôt indifférente à ce genre d'architecture censée fixer dans la ville un pan de l'histoire. Je passe à côté de certains monuments sans les voir, ou quand ils sont spectaculaires, ils créent en moi une forme de malaise, un trou dans le tissu urbain, un endroit de suspension sur lequel ma mémoire bute et qui a paradoxalement la forme d'un oubli. Mais celui-ci m'émeut. Peut-être parce qu'il m'est particulièrement adressé ou parce que ce jour-là, j'en ai compris la fonction. Les deuils communautaires sont souvent vécus de manière solitaire. Je me suis sentie soulagée d'avoir pour une fois un endroit où aller. Après avoir déposé nos fleurs, nous prenons chacune un temps pour nous. Je décide de faire le tour du monument. En fonction de l'endroit où je me positionne, j'arpente soit une version géante de l'insigne avec lequel les nazis marquaient les homosexuels, soit un symbole de la communauté gay. Tout dépend de son orientation. Pointe vers le bas, il est un signe de mort. Vers le haut, un emblème de lutte, imaginé par les artistes de Grand Fury, militant contre le sida. C'est à eux que l'on doit ce retournement qui caractérise les mouvements pour les droits civiques. Ce que fait ce triangle levé, c'est lutter pour le sens en se réappropriant une marque de destruction, une insulte, renverser la honte et l'infamie pour y substituer la puissance. Le froid me fait pleurer, j'ajuste mon écharpe et je prends quelques minutes pour regarder la ville enveloppée de brouillard, le canal bordé de maisons, les gens pressés, le va-et-vient des trams. Alors que je continue mon tour, je baisse les yeux et je remarque un grand V sous mes pieds. Je me décale un peu et je lis Vriendschap en lettres brillantes incrustées dans le sol. Visiblement, je suis sur une phrase. Je sors mon portable pour la recopier dans mon traducteur automatique néerlandais-français et j'appelle mes amis. Noé me rejoint en quelques enjambées. Andrea, plongée dans la lecture d'un texte explicatif, me fait signe d'attendre. Inès arrive vers moi et s'accroupit pour toucher la phrase du bout des doigts. Je tourne vers elle l'écran de mon téléphone et leur montre la traduction. Nous nous tenons debout sur ces mots, habités d'un désir démesuré d'amitié. Nous sommes arrivés la veille à Amsterdam, heureuses de cette semaine d'amitié qui s'annonçait.
L'appartement que nous avons loué est au dernier étage d'un immeuble étroit, et depuis cette base, la ville est à nous. Sous nos fenêtres, l'Homo Monument, dont nous n'avions jamais entendu parler, dessine dans la ville un triangle rose. Nous n'avions rien décidé encore. Nous voulions simplement déambuler dans la ville, traîner dans des musées, boire une bière dans le mythique café Mange, tenu par la terrible Beat Van Buren, lesbienne en tenue de marin, connue pour couper les cravates des clients mal élevés. Un sentiment de joie l'emportait depuis que je m'étais installé dans le train avec mes 3 amis. Elle me faisait rire et me surprenait. Ma pensée se précisait à leur contact et j'étais saisi par un mélange d'admiration et d'émotion quand je les regardais. Alors quand j'ai trouvé cette phrase, gravée dans le sol, je me suis dit qu'elle était faite pour nous, que ce désir démesuré d'amitié était le nôtre. Avec Inès et Noé, nous décidons de faire le tour de la forme, mais ensemble cette fois, en suivant la ligne métallique qui lie les 3 pointes du triangle. Noé passe son bras sous le mien pour se réchauffer. Nous lisons les explications et apprenons que chaque triangle représente respectivement le passé, le présent et l'avenir. Le triangle du passé est celui sur lequel est inscrite la phrase « Un désir démesuré d'amitié ». Il pointe vers la maison d'Anne Frank, à quelques mètres de là. Le présent est ce mémorial qui s'avance sur l'eau et parle des disparus, qui exige de ne jamais oublier, qui exhorte même à rester constamment vigilante, dit le bref texte explicatif. Comment ne pas l'être? La tuerie du Colorado est un bon rappel. Alors que j'écris cette page, un homme gay et noir qui dansait dans une station-service aux États-Unis a été poignardé au cœur. Tous les autres jours, ce sont des personnes qui se font tabasser la nuit, piégées dans les parcs, insultées dans la rue. C'est le nombre record des lois contre les personnes trans votées en 2023 aux États-Unis, 85 contre 26 en 2022. Ce sont les projets homophobes et misogynes de l'Italie néofasciste de Meloni. Mon corps et ceux de mes amis sont de plus en plus menacés. Le 3e triangle, qui symbolise le futur, est un promontoire surélevé d'un peu plus d'1 mètre. Je monte dessus, mes amis me rejoignent et nous nous tenons les unes contre les autres sur cette pointe d'avenir. Je ne distingue pas vraiment ce qui arrive au-devant de nous et je ne suis pas très optimiste. Mais j'ai envie de croire que ce triangle nous invite à nous y préparer. Il est autant une scène qu'un avant-poste, un espace pour nous tenir debout tout en élaborant nos tactiques et nos défenses. Dans les jours qui suivent, nous répétons la phrase « Un désir démesuré d'amitié ». Elle nous plaît et pourrait être la devise de notre séjour. Merci beaucoup, merci infiniment Anna. Donc on l'a entendu dans cette très très belle lecture du début du livre d'Hélène Gianecchini. Vous aussi, il y a un manque, une absence au départ de votre désir d'écrire. Et on sent que c'est un manque presque intime en fait, puisque vous dites à un moment, enfin vous écrivez, longtemps j'ai cru que je n'existais pas. Donc c'est une absence qui vous est presque constitutive. Est-ce que pour vous, écrire cette histoire, écrire ce passé dont vous étiez si longtemps senti amputé, c'était forcément entremêler l'histoire queer d'un côté et l'histoire de l'amitié? Comment ce lien s'est fait? Merci encore pour la lecture et bonsoir. En fait, les 2 idées ont convergé de manière assez organique dans l'écriture du livre, parce que je me suis rendu compte que écrire l'histoire queer, c'était écrire une histoire de l'amitié, et que l'histoire manquante, enfin celle que je voulais me donner en fait, qui était quelles sont les vies qui m'ont précédée, quelles sont les luttes qui m'ont précédée et qui me permettent d'être là aujourd'hui et de vous parler, de parler dans un lieu public sans craindre pour ma sécurité, par exemple. Qui sont les personnes qui ont permis ça? Quand on regarde leur vie de près, en fait, l'amitié est tout le temps présente. Et l'amitié est un des sentiments, un des affects les plus importants de la lutte politique. Et donc, j'avais le sentiment que l'amitié, une de mes intuitions au moment de l'écriture du livre, c'était que l'amitié était un sentiment
qui portait en lui un ferment révolutionnaire et qu'il menaçait l'ordre établi. Et donc, tout s'est ordonné. Parfois, il y a un peu des magies comme ça. Quand on écrit des livres, on a des intuitions et puis à un moment, tout coïncide et s'ordonne. Et donc, l'amitié était tout le temps présente dans ce que j'ai regardé. Alors, vous l'aurez peut-être perçu aussi à la lecture des 2 extraits, il y a un point commun très fort entre vous, c'est la photographie. Comme si, faute de mots, faute de paroles, il fallait se tourner du côté des images. Et là, je vous invite à regarder cette magnifique photo qui figure dans votre livre, à vous, Hélène Gianecchini. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots et nous dire quel rôle a joué l'image dans votre travail, sachant que la photographie fait partie intégrante de votre réflexion depuis votre premier livre? Moi, je suis historienne de la photographie, donc je pense que j'ai été formée en regardant des images et j'ai un peu détourné cette méthodologie universitaire. Des fois, je dis que j'ai hacké les outils de l'université pour les amener, les faire tendre du côté de la littérature. En fait, j'écris en regardant des images. Même très concrètement, dans ma méthodologie de travail, je cherche des images, elles sont au mur, je vis avec, et mes livres s'écrivent comme ça. Parfois, les images sont dans les objets, ce qui est le cas pour ce livre. Parfois, elles n'y sont pas. Et cette image-là, je l'ai trouvée dans une brocante à Paris. J'ai dû la payer 50 centimes. C'est important. Et c'est une image qui me fascine. Et parfois, je ne sais pas pourquoi. Il y a des images où je les prends, je les veux, et je sais qu'il y a quelque chose dedans qui est lié au fait d'écrire. Et parfois, je le découvre assez longtemps après. J'ai des images chez moi, encore aujourd'hui, en réserve. Et je me dis qu'à un moment, j'en ferai quelque chose. Et cette image m'a permis de trouver une méthodologie assez précieuse pour le livre, qui est que ces 2 hommes... déjà, l'image est vraiment belle, la composition, et il y a aussi une forme d'incertitude dans leurs gestes. On voit qu'ils sont liés, on voit qu'une intimité les lie, mais à chacun de l'interpréter. Cette image, je l'ai datée en regardant le sac à dos. Vous menez une vraie enquête, c'est génial tout ce passage où vous enquêtez sur le moindre détail. Oui, j'ai téléchargé des pages entières de forums, de fans de sac à dos La Fuma. J'ai comparé les sangles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et donc, j'ai réussi à trouver une période pour ce sac à dos. Donc, je sais que c'est une photographie qui a été prise après-guerre. Et je me suis dit, OK, ces 2 hommes, je pense, c'est un couple, sont homosexuels. Qu'est-ce qu'a été leur vie avant ? Et donc, je regarde ce qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, 1942, un moment de durcissement de loi qui criminalise l'homosexualité. Et j'essaye d'imaginer leur vie, parce qu'il n'y a rien d'autre. De ces vies, j'ai juste cette photo qui m'a coûté 50 centimes. Et pour les archives queer, c'est très fréquent. C'est des archives parcellaires, c'est des archives fragiles, c'est des archives où on n'aura peut-être plus rien d'autre. Et je me dis, là, la fiction, si elle est un peu sérieuse... C'est-à-dire, s'il y a des recherches historiques qui permettent de dater, je peux redonner à ces hommes une vie probable, et c'est mieux que rien, en fait. Et cette photo, elle me permet ça. Et là, vous suivez vraiment la phrase de Monique Wittig, qui est très belle, qui encourage d'inventer. Finalement, si vous n'avez pas le récit, il faut l'inventer, il faut l'écrire soi-même. Et c'est ce que vous faites vraiment avec cette image. Oui, et j'ajouterais que... Je parlais de sérieux, mais je crois qu'il ne faut pas que ces vies soient des prétextes à fiction. Je crois qu'il faut être... j'ai l'impression, en tout cas j'essaye d'être la plus délicate possible pour essayer de comprendre au plus près ce que pourrait être leur vie et inventer quand j'ai plus d'autres choix. Quand je n'arrive plus à me souvenir, effectivement, comme le dit Wittig, parce qu'on n'a pas de traces. Et là, l'histoire nous sert beaucoup. Et je voudrais simplement que vous nous disiez quelques mots de Donna Gottschalk, dont on a entendu le nom dans la lecture faite par Anna Mouglalis, qui est une photographe qui occupe une place très importante dans votre livre. Donc, ces photos que vous emportez avec vous dans l'avion, dans la scène qu'on a entendue. Et vous dites à un moment donné que Donna Gottschalk, en fait, elle incarne votre sujet. Est-ce que vous pourriez nous dire en quoi ? Oui, ça, c'est le moment un peu magique quand on écrit un livre. Je cherchais des photographies d'amitié, mais quotidiennes. Je cherchais des photos d'amitié, de vie queer, de repas, qui ne soient pas la fête ni le militantisme, un autre espace, même si tout ça est très intéressant et important. Et je ne trouvais pas. Et une amie, Isabelle Alfonsi, m'a dit « Est-ce que tu connais le travail de Donna Gottschalk ?» que je ne connaissais pas. J'ai regardé ce que j'ai pu trouver sur Internet et j'ai été saisie, en fait,
parce qu'elle a photographié. Et c'est intéressant parce que Nixon a été beaucoup... J'ai beaucoup pensé à Nixon en comparaison à ce qu'a fait Donna. J'expliquerai pourquoi après. Et Isabelle m'a envoyé le numéro de portable de Donna et je suis allée la voir. J'ai pris 7 heures de bus. Donna m'a dit viens et je me suis dit bon bah faut y aller. Enfin, j'ai un peu hésité et j'y suis allée. Donc je suis allée dans le Vermont et j'ai passé 3 jours avec elle. Et là, Donna m'a montré tout ce qu'elle avait, donc toutes ses photographies. Donna, elle a passé sa vie à photographier les gens qu'elle aimait, de manière indistincte, amis et famille. Elle était d'ailleurs très proche de ses 2 sœurs, Myla et Mary, mais aussi de son frère Vincent, qui est le dernier de la fratrie encore vivant aujourd'hui. Elle photographie leurs liens, elle photographie la quotidienneté. Et une chose qui était très, très impressionnante, c'est qu'elle les photographie dans une durée aussi, parfois 40 ans. Par exemple, Myla, sa sœur, elle la photographie de ses 12 ans à ses 52 ans, l'âge auquel Myla décède, assassinée à New York. Et ce qu'elle dévoile, c'est une durée, mais ce qu'elle dévoile aussi, c'est une violence qui pèse sur ses vies et ses corps dits non conformes. On voit les corps qui sont en train de ployer sous une violence capitaliste, patriarcale, et les photos montrent ça, des destinées. Et voilà, bon, il y aurait beaucoup de choses à dire sur Donna, qu'elle a presque le même âge que ma mère, qu'elle a passé sa vie à essayer de consigner ces liens-là, et qu'elle me les donne, et donc à la fois elle est une sorte de championne de l'amitié, mais qu'elle a aussi une partie de mon histoire qu'elle me transmet, qui est l'histoire... pour le mouvement des droits civiques aux États-Unis, les droits des personnes homosexuelles aux États-Unis. Oui, c'est très intéressant le fait que vous évoquiez la question de la durée. Effectivement, Donna Gottschalk a photographié ses proches ou ses amis sur plusieurs décennies. Ce qui nous ramène et ce qui évidemment vient encore conforter cette comparaison avec votre livre et avec le photographe que vous évoquez, donc Nicholas Nixon, Blanche Leridon, qui a aussi photographié donc son épouse et les sœurs de son épouse pendant combien de temps ? 40 ans aussi ? Depuis 1974, ça fait même plus que ça. On peut peut-être voir les photos d'ailleurs de Nicholas Nixon et voir. Donc ça, c'est une photo prise certainement à la fin. Voilà, on voit le passage du temps sur les sœurs. Donc vous aussi, vous avez recouru finalement à l'image pour raconter cette histoire, en tout cas pour vous aider à raconter cette histoire. Exactement, mais moi le rôle des images, il est très ambivalent en fait dans mon archéologie de la sororité. C'est-à-dire que les images, elles étaient plutôt omniprésentes. C'est-à-dire quand vous êtes une petite fille, vous êtes entourée de modèles de fratrie féminine. Ça commence par les petites filles modèles de la comtesse de Ségur, donc Camille et Madeleine de Fleurville, parfaitement assorties, des petits modèles d'obséquiosité, de propreté, d'assortiment. Ça continue ensuite avec les petites filles de la petite maison dans la prairie, les sœurs Ingalls. Et puis ensuite, vous avez les 4 filles du docteur March, les 5 sœurs Bennett chez Jane Austen. Et donc, ça provoque et ça renvoie à un espèce d'idéal de féminin assorti, docile. Et donc, moi, justement, ce que j'ai essayé de faire et ce que je trouve terriblement salutaire avec la série photographique de Nixon, c'est qu'elle montre quelque chose d'autre que cette façade extrêmement uniforme et très peu nuancée et d'incarnation d'un féminin dans tout ce qu'il a de plus formaté, attendu, et il est insuffisamment indocile, il est insuffisamment sulfureux, et pour moi ça représentait une part infime et tout à fait parcellaire de ce que c'était les familles de filles. C'est-à-dire que moi-même j'ai grandi avec 2 sœurs, comme on l'a entendu dans les extraits qui ont été lus. Et ça m'évoquait pas du tout notre réalité à nous, les petites filles modèles de la comtesse de Ségur. Et la façon, Sophie. Voilà, c'était plutôt Sophie. Bah, évidemment, on est une petite fille, mais ça vous exonère pas d'avoir des bleus sur les genoux, d'être mal coiffée, d'être mal assortie, d'avoir 2 chaussettes différentes, d'être parfois un peu brouillonne, d'être parfois un peu violente aussi. Et donc, j'essayais de trouver des contre-exemples, et il y en a très, très peu. Et donc, c'est vrai qu'il y a la série de photographies de Nicholas Nixon qui est vraiment, que je trouve très envoûtante, parce qu'il y a ce procédé sériel où tous les ans, il va reproduire le même cliché avec les 4 sœurs, et donc on les voit évoluer. Il y a toujours... Moi, j'adore une des premières photographies où il y a cet entremêlement de cheveux, de jambes dénudées, et puis on voit, il y a cette proximité, quelque chose de très, très singulier qui perdure avec le temps. Et c'était important qu'on montre cette photo-là aussi, parce que
je vous ai dit en commençant à répondre à votre question qu'il y avait peut-être un peu trop d'images et trop d'images homogènes sur les jeunes sœurs, mais au bout d'un moment, elles disparaissent. C'est-à-dire que votre état de sœur, il a une date de péremption. Et que passé un certain âge, vous n'avez plus vraiment le droit d'être sœur. On vous dit, maintenant, il faudrait quand même que tu sois épouse, petite amie ou mère. Et donc, moi je suis vraiment à l'âge limite, j'ai plus vraiment le droit d'être caractérisée par mon état de sœur, il faudrait que je sois autre chose. Et je me dis, non, en fait, moi, à mon âge, j'ai peut-être rarement eu une proximité, une connivence aussi forte avec mes sœurs, parce qu'on était enfants, on se chamaillait, c'était autre chose. Et pourquoi on n'a plus le droit d'être sœur aujourd'hui? Et donc je trouve que représenter ces images-là, et d'ailleurs c'est un des chapitres qui, moi, m'a le plus passionné dans le livre, c'était aller chercher ce qu'on devient quand on vieillit, entre guillemets, entre sœurs. Et là, j'ai trouvé des exemples et des illustrations. Et c'était uniquement des modèles repoussoirs de vieilles sorcières qui avaient vieilli ensemble, de vieilles filles qui manigançaient d'obscurs sorts à l'égard des hommes ou des jeunes filles, parce que forcément, elles sont jalouses des jeunes filles et de leur jeunesse et de leur fraîcheur. C'est les sorcières dans Macbeth, c'est vraiment l'incarnation, c'est les 3 sœurs fatidiques dans la pièce de Shakespeare, c'est les sœurs d'Hocus Pocus dans ce mauvais film des années 90. Voilà, et donc je me disais, c'est quand même dommage d'être aussi peu créatif quand il s'agit de raconter, de montrer les sœurs arrivées à la maturité. C'est très intéressant parce que finalement, et vous le remarquez aussi, vous le notez aussi, Hélène Gianecchini, on peut faire la même réflexion sur l'amitié qui est aussi vue comme un sentiment propre à l'enfance. Et c'est peut-être d'ailleurs parce que aussi bien les sœurs que l'amitié sont ramenées à l'enfance qu'ils sont aussi autant négligés ou un peu traités de façon, on va dire, légère. Vous avez cette impression aussi que l'amitié a longtemps été considérée comme appartenant uniquement ou exclusivement au monde de l'enfance et qu'après, et vous interrogez justement sur ce que c'est que de vieillir en étant amis. Oui, je pourrais partager un certain nombre de constats, effectivement, que quand on est... Et encore, il faudrait nuancer. Quand on est petit, l'amitié, on a des amitiés très fortes, mais parfois peut-être que les chagrins d'amitié des petits ne sont pas pris assez au sérieux, je trouve, parce que c'est quand même très dévastateur. Et des grands aussi. Oui, c'est vrai. Les amicales sont assez... Vous le dites dans le livre. Et donc ça, c'est une partie. Mais ensuite, j'ai l'impression que la société nous dit... oui, le temps des amitiés fusionnelles, c'est très bien, c'est l'adolescence aussi, beaucoup. Et après, tu verras, tu feras une famille. Et le livre part aussi du constat de toujours pas. Et je compte bien rester avec mes amis. Donc c'est qu'il y a quelque chose qui... Donc c'est aussi une sorte d'exploration de ce sentiment. Et moi, je me demande toujours pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on a tendance à repousser l'amitié, à dire aussi que ça ne dure qu'un temps. Et une de mes hypothèses, c'est qu'il y a quelque chose de menaçant. Enfin, si les gens commencent à se lier gratuitement, à ne pas faire de famille, à ne pas réarmer démographiquement la France, l'amitié, peut-être, il y a quelque chose, il y a une force politique dedans et subversive. Donc ça, c'était... Mais ça, c'est un élément fondamental dans vos 2 livres. C'est-à-dire que pour l'une comme pour l'autre, que ce soit les sœurs ou les amis, en fait, ce qui fait qu'on les néglige ou qu'on tait un peu ces relations-là, c'est parce qu'elles ont ces liens-là comportent un pouvoir de subversion. Et ça, j'aimerais qu'on aborde quand même cette dimension éminemment politique des liens entre sœurs ou des liens entre amis. Est-ce que vous voulez développer l'une ou l'autre cet aspect qui est vraiment au cœur de vos ouvrages respectifs ? C'est vrai que c'est une configuration qui est redoutée. Et c'est bien pour ça qu'on n'a pas voulu la nommer et qu'on l'a marginalisée et qu'on a refusé de lui accorder toute l'importance qu'elle mérite. Et c'est vrai que moi, vraiment, je suis ravie de cette discussion parce qu'il y a énormément d'écho, je trouve, dans nos 2 livres et cette difficulté à faire nous, que vous évoquez aussi très clairement dans le livre, qui est aussi un empêchement constant chez les petites filles dont on situe les relations uniquement sur le prisme de la chamaillerie, de la rivalité et de la jalousie. C'est-à-dire qu'on vous conditionne quand vous êtes enfant, et là aussi le rôle des représentations, et notamment dans les histoires qu'on vous raconte, les dessins animés qu'on vous montre, puis les séries que vous regardez à la télévision,
tout vous fait croire que vos relations avec vos sœurs, et même de façon plus large entre femmes, est vouée à se heurter à ce travers de la rivalité, de la jalousie et de la chamaillerie un petit peu puérile. Et ça, pour moi, c'est vraiment une construction qui a été faite aussi pour endiguer cette formation d'un nous redouté, parce qu'on se dit, si elles commencent à manigancer ensemble, qu'est-ce qu'on peut bien en attendre? Et donc, c'est vrai que c'est là encore, on en revient à l'ambivalence des images, c'est-à-dire que on est quand même surexposé à des images, en tout cas pour les fratries féminines, qui rabougrissent cet état-là, qui le limitent à des relations qui sont assez peu vertueuses ou valorisées. Et donc, je crois au poids des représentations et à l'inversion de ces représentations-là pour renverser un petit peu le paradigme. Ça peut paraître un exemple totalement trivial et un peu trop grand public et pop culture, mais le fait que La Reine des Neiges, qui soit un des grands succès de Walt Disney, ça se termine pas par un prince charmant qui vient sauver sa princesse, mais par une petite princesse qui vient sauver sa sœur. Je trouve que c'est quand même terriblement jouissif, et j'espère qu'il y aura d'autres exemples de ce type pour venir nourrir les imaginaires des petites filles qui se diront, oui, moi, ma seule issue dans la vie, c'est pas forcément de me trouver un prince charmant, mais ça peut aussi passer par ce lien extrêmement fort qui me lie à ma sœur ou qui me lie à ma copine, peu importe. Et ça, je pense qu'on a encore beaucoup de travail à faire sur cet imaginaire-là. Cette dimension révolutionnaire, notamment de l'amitié, ça vous en parlez extrêmement bien, Hélène Gianecchini, et notamment il y a ce passage que je trouve génial où vous évoquez Saint-Just, qui n'était pas forcément la personne la plus amicale, mais malgré tout, ce grand révolutionnaire souhaitait absolument créer un état, un statut de l'ami. On pouvait aller déclarer son ami au temple. Et ça, j'ai trouvé cette anecdote absolument formidable. En quoi l'amitié porte en elle-même une force de subversion ? Oui, le texte de Saint-Just, ça a été une découverte vraiment réjouissante. Ça a été récemment republié par La Fabrique. C'est un texte qui s'appelle « Rendre le peuple heureux », où, quand il présente ces institutions révolutionnaires, l'amitié est aussi importante que le mariage. Donc, c'est ni le plus amical, ni le plus féministe. Donc, évidemment, ce ne sont que des hommes qui sont des amis, mais passons. Dans ces institutions révolutionnaires, donc, on doit aller déclarer ses amis au temple, mais ça nous oblige aussi, l'amitié. Si votre ami assassine quelqu'un, vous êtes banni, mais vous pouvez aussi choisir d'être enterré avec vos amis. Ça, moi, ça me plaît beaucoup. Enfin, je me dis, mais pourquoi pas, en fait ? Et ce texte-là, à la fois, c'était pour moi un peu sidérant de trouver comme une confirmation et une généalogie aussi de cette intuition, de mettre l'amitié au cœur d'un projet révolutionnaire, c'était pas rien. Pourquoi ? Enfin, ça serait long, hein, d'autant que mon livre n'est pas un essai sur l'amitié, mais je pense qu'il y a une forme de gratuité dans les liens d'amitié qui les rendent dangereux. Je pense que entre amis, on n'est ni en train de se reproduire, ni en train de reproduire de la richesse. Et donc, on contrevient à un plan politique qui nous excède. Et qu'en ça, c'est extrêmement menaçant. Si on a juste plaisir à être ensemble et qu'on fait ni d'enfants, ni on se transmet nos richesses, c'est quand même... on est plutôt élevé pour faire l'inverse. Donc je pense que le pouvoir se méfie de l'amitié. Et d'ailleurs, je pense qu'on peut voir dans l'obsession de la famille, que beaucoup de gouvernements de droite et d'extrême droite ont une obsession de la famille qui peut prendre différentes formes, mais qui est dans les programmes. Il y a une idéologie de la famille qui, je trouve, est aussi révélatrice et contre laquelle on pourrait essayer de développer une idéologie de l'amitié. D'ailleurs, je disais en introduction qu'on pouvait penser que vos ouvrages étaient antagonistes puisque vous parliez de la famille, mais c'est beaucoup plus subtil. Vous n'êtes pas là pour glorifier les liens du sang entre les sœurs. Et vous avez fait cette phrase extrêmement intéressante. Réhabiliter les sœurs dans le discours féministe n'est pas un acte de validation de la société patriarcale, mais l'un de ses plus stimulants détournements. On l'atomise de l'intérieur. Est-ce que vous pouvez un peu développer cette idée justement de réhabilitation des liens entre sœurs et en quoi ça vient dynamiter le modèle de la famille patriarcale ? C'est un petit peu la poursuite du développement que j'évoquais au début, à savoir que ce modèle-là qui a été redouté, qu'on a voulu marginaliser,
à partir du moment où il prend conscience de sa puissance et où il retourne le paradigme à son avantage, je pense qu'il est extrêmement stimulant et puis qui peut aussi nous permettre de lire. C'est-à-dire que là, tout ce que je décris, l'enfermement des relations entre sœurs sur les logiques de rivalité, le fait que tout se concentre autour d'un homme, parce que c'est aussi ça, c'est-à-dire que quand vous lisez le Père Goriot ou le Roi Lear, finalement, les filles, elles n'ont qu'une obsession en tête, c'est qui va le plus plaire à son père ou à son mari. Et ça vous conditionne. Et donc, moi, ce que j'essaie de dire, c'est que si on prend conscience déjà à l'intérieur des familles de cette force-là, et qu'ensuite on le sort de cet environnement strictement familial, parce que la réflexion, elle a vraiment vocation à sortir de ce cadre au bout d'un moment, c'est une forme de puissance à laquelle on aboutit. Et moi aussi, un des éléments qui m'a marqué dans le lien entre sororie biologique, sororité, féminisme, c'était la relative absence de figures de sœurs dans les récits féministes contemporains. Il y a un exemple en particulier, moi, que je trouve frappant et que j'ai redécouvert en relisant son œuvre, c'est celui de Simone de Beauvoir et sa sœur. C'est-à-dire que Simone de Beauvoir avait une petite sœur, Hélène, qui est devenue peintre. Et alors, on insiste beaucoup, et là, on refait lien avec l'amitié, sur l'importance de Zaza, la meilleure amie de Simone de Beauvoir, dans sa trajectoire féministe, qui est totalement avérée, que je ne remets pas du tout en cause dans le livre, mais on ne parle jamais de la place de sa sœur Hélène dans la vocation féministe de Simone de Beauvoir. Or, quand vous lisez attentivement Les Mémoires d'une jeune fille rangée ou La force de l'âge, vous vous rendez compte que le premier combat féministe de Simone de Beauvoir, c'est Hélène. C'est-à-dire que comme Simone était la première, on l'a laissé entreprendre des études littéraires. Mais par contre, Hélène, quand elle a voulu devenir peintre, ses parents, qui venaient d'une famille bourgeoise, qui vivaient dans le 6e arrondissement de Paris, dans un contexte d'après-guerre, bon, avoir 2 artistes dans la famille, déjà qu'on a 2 filles, c'était vraiment mal vu. Et Simone s'est battue auprès de ses parents pour qu'Hélène puisse peindre. Quand Simone a gagné son premier salaire d'agrégée, elle a donné une partie de ses revenus à sa petite sœur pour qu'elle puisse financer son atelier, acheter sa peinture et ses palettes. Et elle-même reconnaît, elle l'écrit, que sa vocation d'enseignante, elle est venue de sa capacité à enseigner à sa propre petite sœur. Et donc je trouve aussi qu'il y a plein d'exemples, et il y en a beaucoup d'autres dans le livre, je ne vais pas revenir sur l'ensemble ici, où le féminisme de certaines s'est forgé d'abord dans cette première relation à une autre altérité féminine, et qui était la petite sœur ou la grande sœur, parce que parfois ça se joue dans l'autre sens. Et je trouvais intéressant de venir revaloriser ces figures-là. Oui, vous le montrez très bien. Le mot de sororité est devenu un mot très important dans le discours féministe. Est-ce que pour vous, c'est une autre forme de l'amitié, la sororité ? Je réfléchissais en écoutant Blanche parler. La sororité, oui. Oui, je pense que c'est une forme politique. Et c'était intéressant ce que vous disiez aussi sur l'adelphité. J'avais envie de savoir un peu plus... j'ai envie de vous poser une question là-dessus, sur ce que vous pensez de ces rapports-là entre sororité et adelphité. En fait, je mentionne l'adelphité parce que c'est vrai qu'on a voulu parfois mettre en place ce mot-là plutôt que d'essayer de qualifier ce qui pouvait être une relation entre sœurs, qui a en réalité un mot, puisqu'on en parlait. Il y a le mot de sororie qui a été investi notamment par un historien spécialiste des frères et sœurs qui s'appelle Didier Lett. Et effectivement, moi, ce mot d'adelphité, alors mon livre portait uniquement sur les relations entre sœurs, donc c'est vrai que je l'ai peu investigué, mais il est aussi la continuité un petit peu logique de ce que je défends là, et c'est un peu ce qu'on a entendu aussi dans l'extrait qui ouvre le livre, où les frères sont tout aussi les bienvenus que les sœurs dans la réflexion que je mène, et il y a un moment où tout ça doit arriver à une forme d'égalité et de conscience un petit peu partagée, où la sororité peut se nourrir de la fraternité, et inversement, je rappelle comment est-ce que l'idéal de fraternité s'est construit sur des bases quand même plutôt sanguinaires et révolutionnaires, et qu'il était bon à un moment donné de venir y injecter un petit peu de sororité dans la façon dont ça s'est construit. Et là, peut-être que l'aboutissement, la fusion un peu chimique de ces deux termes-là arriverait à l'adelphité. C'est un mot qui est hyper intéressant, alors que j'ai insuffisamment investigué, parce que, encore une fois, l'idée, c'était vraiment de venir qualifier cet état de sœur, mais qui, je pense, est lui mais donc aussi... il dépasserait la binarité de genre, en fait. Exactement, c'est ça, c'est ça.
Moi, je crois que la sororité, c'est quelque chose que j'essaye d'appliquer a priori. Enfin, c'est aussi un outil politique. On va essayer d'être sororal, d'un point de vue féministe, de se soutenir entre femmes, personnes non binaires, par exemple. Alors, je crois que l'amitié, pour moi, c'est un peu un autre endroit. Enfin, il y a un faire, il y a une forme de proximité aussi qui est plus grande. Donc, c'est pas forcément des synonymes pour moi. Ça se recouvre pas forcément. Il n'y a pas toujours cette intimité, quoi, dans la dimension sororale, qui est plutôt un souhait. Oui. Mais c'est vrai que par exemple, je pensais à Audre Lorde qui a écrit un recueil de poèmes Sister Outsider. Enfin, on voit que le terme de sœur, il peut avoir aussi une dimension très politique, en tout cas dans la lutte féministe, c'est certain. On a plus. C'est extrêmement riche, on pourrait parler des heures de ces sujets qui sont très beaux. Moi, il y a peut-être un point que j'aimerais qu'on aborde, et peut-être qu'on finira par ça, c'est qu'une autre chose qui vous rassemble, c'est cette façon d'hybrider un peu les gens. C'est-à-dire que dans vos textes, vous parlez à la fois à la première personne et puis vous faites aussi énormément de liens, parce que je pense en fait ce qui vous relie, c'est la question du lien. Vous faites énormément de liens avec d'autres textes. Vous nourrissez vos écrits d'énormément de références. J'ai dit en introduction, vous couvrez un spectre très large et vous aussi, vous référez à Monique Wittig, à Michel Foucault, à Roland Barthes, etc. Cette façon de partir de votre expérience personnelle et ensuite la nourrir d'autres lectures et d'autres textes, qu'est-ce que ça apporte à votre réflexion, de vous impliquer dans votre écriture, dans vos essais? Pour moi, c'est de ne pas avoir de parole de vérité. Je crois que ça serait vraiment une erreur quand on essaye de faire un récit des marges, de reproduire une forme du récit qui est de dire, voilà, j'ai fait un livre sur ce qu'est l'amitié. Je crois que j'ai jamais voulu faire ça dans aucun de mes livres, ni dire qui était Alix Clé-Roubaud, la première photographe sur laquelle j'ai travaillé, ni dire ce qu'était l'expérience du deuil. Mais je crois que il y a dans le jeu, presque paradoxalement, une forme de modestie qui est de dire voilà, moi, ce que je crois, ce que je travaille. Même moi, en fait, j'ai pas forcément de certitude. Je me dis toujours qu'un livre, c'est un cheminement dans une question. Et qu'on a besoin d'avoir des points de vue situés. Enfin, moi, je dis d'où je parle, qui je suis très clairement, pour se méfier du canon, quoi. On a une manière un peu uniforme de raconter des récits. Je crois qu'il faut essayer de les raconter un peu autrement. Et l'hybridité de la forme permet ça, comme la première personne du singulier, je crois. Vous êtes d'accord avec ça ? Parfaitement, et c'est vrai que ça permet de mêler des intuitions personnelles qu'on reconnaît comme des intuitions et on dit sur lesquelles on doute nous-mêmes, avec un certain nombre d'exemples qui, eux, veulent faire autorité. Et moi, c'est cette autorité-là aussi que j'ai voulu essayer de déconstruire. C'est-à-dire que non, les petites sœurs, c'est pas toujours celle des petites filles modèles de la comtesse de Ségur. Ça peut être autre chose. Et regardez tout ce qu'il y a. Regardez la formidable série Fleabag. Vraiment, regardez-la. Avec Fleabag et sa sœur qui font des concours de paix. C'est aussi ça, les relations entre sœurs. Et ça, je trouvais ça assez génial de montrer ça. Et je trouve qu'un des derniers échos, moi, que j'ai aimé entre nos deux ouvrages, c'est cette volonté de construire. Vous construisez à la fin du livre votre dîner idéal. C'est une grande table que vous construisez, ça dure des heures, ça dure même des jours, ce souper. Il y a Monique Wittig, il y a Claude Cahun, il y en a plein d'autres. Et moi, c'est un peu ce que j'ai voulu faire. C'est un château alors qui ne répond à aucune logique architecturale. Il est un peu branlant, forcément. Mais j'y mets un peu, moi, tout ce que j'ai envie d'y mettre. Et il est forcément parcellaire, j'en oublie nécessairement. Mais ça crée quelque chose qui fait du sens et j'ai vraiment reconnu ça aussi dans votre tablée imaginaire qui arrive à la fin du livre et à laquelle j'aurais adoré participer. Mais c'est vrai, on peut peut-être finir vraiment par ça, c'est l'importance des lieux chez vous, des lieux dans lesquels on se rassemble. Donc vous, il y a ce château qui est votre livre finalement, mais il y a aussi l'importance des chambres dans lesquelles les sœurs, notamment les sœurs Brontë, cette chambre d'enfants dans laquelle elles vont commencer à créer, à inventer toutes leurs histoires. Et puis vous, il y a ce dîner effectivement, mais aussi cette, j'ai oublié son nom, mais cette femme qui passe des années à construire une maison pour accueillir tous ses amis. Donc, où il y a la Casa Susana aussi qui accueille dans les années 50, c'est ça aux États-Unis. Tous ces hommes qui veulent se vêtir en femmes, qu'ils soient trans ou non. Et je trouvais qu'en fait, il y avait quelque chose, c'est... Vos deux livres, en fait, ils ne proposent pas une chambre à soi, mais c'est une chambre à nous. Enfin, c'est vraiment le lieu pour enfin recréer du collectif. Est-ce qu'il y avait cette envie aussi que vos livres soient un lieu hospitalier qui accueille enfin un nous qui a tendance de plus en plus, malheureusement, à se défaire ?
Oui, les lieux, c'est très important pour moi, mais c'est aussi ambivalent. C'est le lieu, des fois, qui nous protège, où on peut se cacher. Enfin, dans le cas des personnes queer, où on n'est pas disponible à la vue de toutes et tous. Donc, c'est l'endroit où on peut recréer de l'intimité, où on est protégé. C'est aussi des lieux de violence, les maisons. Si on se demande comment sont structurées les maisons... il y a Phyllis Birkby, une architecte qui travaille là-dessus. Comment est-ce qu'on crée d'autres maisons? Comment est-ce qu'on arrête de penser que nos maisons ont été créées pour exactement nos besoins, mais plutôt elles orientent nos besoins? Qu'est-ce que ça serait qu'une maison construite pour des amis qui vivent ensemble et pas un couple ou une famille? Quelles seraient les pièces? Alors moi, je me suis demandé ça. Est-ce qu'il y aurait des pièces qui mènent vers l'extérieur? À quoi ressembleraient les chambres? Enfin, donc c'est un lieu paradoxal. Le lieu, enfin la maison, disons, le foyer, c'est le lieu qui protège, c'est le lieu qui menace, c'est le lieu qui contraint. C'est aussi des lieux qui sont réinventés parfois de manière géniale. Ouais, donc c'est très intéressant. C'est quelque chose que j'aimerais continuer, quoi, à regarder quel type de lieu s'invente et pour quels besoins. Vous voulez ajouter quelque chose? Non, je suis parfaitement d'accord. Encore une fois, je pense qu'il faut s'émanciper des schémas et des stéréotypes. Effectivement, la maison, on a tous l'image de la maison, le rez-de-chaussée, l'escalier, les chambres. Et je crois qu'il faut faire cet exercice-là qui est très stimulant d'émancipation des images qu'on a et d'en créer de nouvelles et d'y accueillir toutes celles et tous ceux qui voudront bien y entrer. Merci infiniment à toutes les deux. Merci beaucoup. Merci.